Dans la création du patronage, il y a un binôme qui est extrêmement important. C'est le binôme du prêtre et du directeur de patronage. Et on trouve que c'est intéressant de vous partager des témoignages de binômes qui ont bien fonctionné dans des lancements de patronage. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Isabelle Galinier. Isabelle, tu es directrice du patronage de Notre-Dame de l'Espérance dans les Yvelines, à Élancourt-Maurepas. Et le père Godefroy de Sévin, vous êtes prêtre du diocèse de Versailles et vous avez été l'aumônier du patronage à côté d'Isabelle pendant quelques années. Voilà, on va discuter ensemble pour comprendre un petit peu quelle était la force de votre binôme dans ce patronage qui fête cette année ses 5 ans. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de savoir comment est née cette volonté de créer un patronage dans votre paroisse. Voilà. Qui a eu l'idée? Comment est-ce que vous êtes tous les deux impliqués dans ce projet de patronage? Qui est-ce qui veut répondre en premier? Isabelle ou mon père, puisque c'est le curé de la paroisse, me disiez-vous? Oui, très bien. L'idée du patronage vient effectivement du curé de la paroisse. Moi, je suis vicaire sur cette paroisse, qui s'appelle le père Maximilien, et qui avait créé, lui, quand il était vicaire, un patronage quelques années auparavant, et souhaitait qu'une des maisons paroissiales qu'il y a sur notre territoire paroissial puisse être habitée par la jeunesse. Il y avait déjà quelques initiatives, notamment l'aumônerie. Mais il souhaitait que cette maison soit plus vivante. Et connaissant les patronages, il m'a demandé, quand je suis arrivé, de prendre la suite d'une initiative qui avait déjà démarré l'année passée, où 2 semaines de vacances avaient été organisées. Et moi, comme j'arrivais avec un diplôme de direction, un BAFD, ça rendait les choses possibles. Et on avait une chance aussi sur notre paroisse, c'est qu'un séminariste venait faire un stage pendant 1 an sur la paroisse, si bien qu'il a pu se saisir de ce projet avec du temps, du goût et des compétences. Donc on avait un peu un alignement de planètes entre l'appui d'un curé, un séminariste et puis un diplôme qui du côté, on va dire, de la paroisse a pu lancer ce projet-là. Là-dessus, il a fallu s'étoffer, former une équipe, et Isabelle faisait déjà partie des 2 semaines qui précédaient mon arrivée, et donc a formé avec le séminariste d'une manière particulière un bon binôme, et puis voilà. Voilà. Et en fait, ça veut dire qu'avant que le patronage se lance vraiment officiellement, il y a eu quelques petites initiatives dans la paroisse qui ont été proposées aux jeunes, c'est ça? Il y avait déjà une volonté d'avoir un accueil qui soit un patronage, mais qui n'était pas déclaré. Donc avec peu d'enfants, une vingtaine d'enfants, et seulement 2 semaines, 2 accueils par an. Donc quand Benoît a reçu sa mission, donc quand le séminariste, Benoît le séminariste, et quand le père Godefroy est arrivé, voilà, il y a vraiment ce désir du curé de développer, que le patronage puisse se développer, et donc c'est comme ça qu'on a démarré avec ce qui nous a vraiment facilité les choses, c'est qu'on avait déjà une maison, donc cette fameuse maison paroissiale dédiée aux jeunes et à l'évangélisation, qui était équipée pour l'accueil des enfants. Donc on avait le lieu, on avait une association sur laquelle on a pu s'appuyer, puisque cette année, voilà, c'est cette année-là qu'on a pour le coup vraiment ouvert à chaque vacances scolaires. Et donc très vite, on a eu plus d'enfants. Très vite, on a eu des enfants qui sont revenus, et puis très vite aussi, on a eu, et ça a été important dans le démarrage. Très vite, on a eu parmi ces enfants des collégiens, voilà, qui étaient motivés, et on a démarré avec aussi une petite équipe de bénévoles, donc quelques étudiants et quelques paroissiennes aussi, pas forcément des BAFA, mais qui avaient des équivalences BAFA. Donc ça nous a permis d'ouvrir, en fait, de déclarer en fait la structure. Et d'avoir une équipe vraiment au démarrage qui soit un peu pérenne et qui soit là pour les enfants. Alors, en démarrage, c'était plutôt composite. Oui. Ce qui était pérenne, c'était le trinôme Isabelle, le séminariste et moi-même. Et puis ensuite, en fonction de la disponibilité, des bonnes volontés de la paroisse, c'est plutôt comme ça que ça a démarré, un petit peu comme on a pu. Et ensuite, voyant que les enfants revenaient, en tout cas un certain nombre revenaient et étaient vraiment heureux, pareil pour les étudiants, et progressivement, en fait, il y a une équipe, un pool, on va dire, qui revenait régulièrement et qui en était heureux. Et c'est comme ça que ce qui va devenir après toute l'équipe des éducateurs va se former progressivement.
Mais là, vous voyez, au bout de 5 ans maintenant, on a la chance l'année dernière d'avoir vu les premiers enfants qui ont grandi au patronage rentrer dans l'équipe des éducateurs et démarrer leur BAFA, ou pour ceux qui ont vraiment grandi, qui sont arrivés, ils étaient en 5e moi quand je suis arrivé. Maintenant ils sont en seconde et passent en première, et ils sont toujours là, et ils sont très heureux. Et ils sont complètement intégrés dans l'ADN des patronages. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que quand vous avez tous les deux décidé de vous impliquer dans ce patronage, est-ce que vous étiez formés à la pédagogie des patronages? Est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous-même, vous avez déjà grandi dans un patronage plus jeune ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert? Comment est-ce que vous êtes formés finalement à cette pédagogie des patronages? Vas-y. Alors, la pédagogie des patronages, de fait, non. En tout cas, moi, quand j'ai rejoint le patronage Notre-Dame de l'Espérance, je n'avais aucune idée et aucune culture des patronages. Concrètement, assez vite, en fait, Benoît est resté 1 an, donc assez vite s'est posé la deuxième question d'un BFD. Donc, je suis venue me former et j'ai eu la chance de rencontrer le Centre Lapparent pour l'éducation, donc pour cette formation BFD. Et là, en fait, j'ai découvert, je suis arrivée ici dans les murs du Bon Conseil, et j'ai découvert ce que c'était qu'un patronage, j'ai découvert l'existence des patronages, j'ai découvert les merveilles des patronages, l'ADN des patronages. Je me souviens très bien, j'étais dans une des salles là-haut et j'ai vu des enfants entrer dans la cour de récréation avec des trucs dans les mains, et là, je regarde de plus près, j'ai vu que c'était des boucliers, et j'ai vu les yeux des enfants et je les ai vus jouer avec ça. Moyennant quoi, c'est moi qui ai découpé les 40 boucliers 15 jours après. Hein. Et là, j'ai perçu, j'ai découvert le monde des patronages, la pédagogie des patronages, plus tard, l'ADN des patronages. Et tout ça, en fait, c'est venu se positionner sur déjà une année, en fait, de déploiement de recherche, d'expérience avec les enfants. Voilà, c'est venu en fait se confronter, se poser sur la réalité qu'on vivait et sur aussi toutes les intuitions en fait qu'on avait, des vraies intuitions d'éducateurs chrétiens, je pense. Vous me disiez, mon père, que vous aviez lu, pardon, excuse-moi Isabelle, que vous aviez lu beaucoup, que vous aviez beaucoup lu d'ouvrages aussi qui vous avaient inspiré. Alors, moi, quand j'ai passé mon BFD, j'avais fait mon stage, je sais plus lequel d'ailleurs, dans un des patronages. Et j'avais retenu une chose de la directrice de l'époque, parce que j'avais dû prendre la parole devant les enfants, où j'avais parlé de petites choses à faire. Elle m'a dit, au patronage, rien n'est petit, tout est grand. Et je me souviens que c'est une des premières choses qu'on a mis en place dès le début. Ici, les choses sont grandes. Donc on n'a pas 200 caplas, on en a 1500. On n'a pas une petite crèche, on a une crèche grandeur nature. Vous voyez, on fait tout en plus grand. Il faut que le patronage soit plus grand que la maison. Et donc ça, c'est des petites choses qui, au fur et à mesure, ont donné les premiers éléments qui font qu'on a voulu, avant de découvrir ici le Centre Lapparent, on a cherché un climat. Ce qu'on va appeler une maison de famille, et ces premiers mots sont venus des lectures qu'on a faites, les écrits pédagogiques de Don Bosco, les 12 mots-clés de la pédagogie de Don Bosco par Petit Clair, et puis après, les biographies des fondateurs, l'abbé Esqueré, Timon David, l'abbé Lallemand, où on a glané dans ces biographies quelques petits éléments, des manières de faire, qui font que assez vite, en s'inscrivant un peu dans un patrimoine qui était plus grand que nous, on a essayé de donner un peu à tâtons au début, les premiers, ce qui a fait un peu le climat de la maison. Et qu'on a retrouvé en venant ici, ce qui a confirmé ce qu'on avait découvert un peu au fil de l'eau, et qui a permis, grâce à la formation, de découvrir qu'on était dans un monde beaucoup plus grand, avec une histoire beaucoup plus riche, et passer la seconde, en fait. Voilà. Donc toi, Isabelle, tu as passé ton BFD ici. Oui. Tu es complètement rentrée dans la pédagogie des patronages. T'es rentrée, t'as fait faire au père Godefroy 40 boucliers. C'est-à-dire que je suis rentrée. Et 2 mois après, on a fait ensemble la formation créer et dynamiser son patronage. Voilà, le père Godefroy vient de le dire, qui nous a apporté beaucoup d'éléments sur lesquels on s'est ensuite appuyé. Et comme on avait déjà, un petit bagage de culture, de réflexion, et qu'on avait aussi déjà réfléchi une vision, travaillé une vision, un cadre,
une pédagogie, on a pu passer la 5e. Et en particulier, vraiment, je crois que notre premier, ce qu'on a fait concrètement, ça a été d'installer les grands frères et sœurs. Ouais. Voilà, on a vraiment saisi ici. On l'a expérimenté avec difficulté parce qu'on avait des collégiens. On sentait que les collégiens motivés, c'était vraiment, voilà, c'était important. Il y avait quelque chose qui se jouait chez ces jeunes. Et la pédagogie des patronages nous a donné pour le coup une pédagogie pour ces jeunes-là et nous a fait comprendre combien cette tranche d'âge, combien cette pédagogie c'était le cœur de la fusée, voilà, le cœur de la maison, que c'était eux qui à terme allaient porter l'œuvre, porter leur maison, porter les murs de la maison. Et donc voilà, formation créée, dynamisée et 2 mois après, on a lancé le premier camp pilote. Donc camp pilote, donc les grands frères et sœurs chez nous, qui s'appellent les pilotes, voilà, ce sont les pilotes. Et on a démarré avec une quinzaine de jeunes. Voilà. Oui, c'était marrant. Et quelle place vous leur donniez justement dans le patronage auprès des enfants? Il y avait une formation particulière? Comment est-ce que vous les avez les aînés qu'on avait introduits au début arrivent à, je sais pas quoi, ils étaient en 5e, donc 12 ans, quoi, et puis ils nous disaient, bon, moi j'ai fini le patronage, quoi. Non, t'as pas fini, mon garçon, tu vas revenir. Et alors au début, ils revenaient, mais alors on réfléchissait en disant, il faut qu'on leur laisse un temps entre grands pour pas que ce soit toujours avec les petits. Quand ils étaient juste entre eux, c'était un boxon. Mais un boxon très drôle, mais mais c'était quand même franchement. On a parfois, faut être honnête, on a un peu souffert au début. Si on a parfois perdu la main, oui. Et donc en arrivant ici, on a découvert que il y avait une pédagogie possible des grands frères et des grandes sœurs, qu'après on a fait à notre sauce, mais surtout que cette 4e, 3e là, si on les fidélise à ce moment-là. Demain, c'est nos éducateurs. Donc, c'est vraiment le cœur de la fusée et la condition de la survie, en fait, du patronage à échelle de 5 à 10 ans. Si on veut passer le cap de la start-up sympa, il faut vraiment miser sur eux. Et donc, il faut développer une vraie pédagogie où on les met au service des enfants, où on les forme, on les honore. Et ça a été ce qui était de l'ordre de l'intuition est devenu un lieu où on s'est dit on va donner notre confiance à cette tranche d'âge-là, avec toute sa créativité, son énergie et ce que ça suppose, débordante et épuisante. Mais ce faisant, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que quand on prend soin des grands, les petits veulent grandir. Dès qu'on a mis les pilotes en place, la question, quand ils poussaient la porte de la salle des animateurs, c'est comment on fait pour devenir pilote? Et progressivement, on a déployé les choses, donc c'était quand même un vrai pari. Et puis aujourd'hui, je vous dis, maintenant, certains sont déjà éducateurs, on a les autres générations qui arrivent et on a attendaient en plus de devenir pilote pour certains. Oui. Je pense que c'est un peu. Vous avez cette image de fusée, vous l'utilisez tout le temps. On adore. Ça fait partie des devises et du langage maison. D'accord. Voilà, la fusée. Ouais. Et souvent, on parle quand on travaille. Maintenant, on parle en étage de la fusée. Donc, alors déjà, c'est ce qu'on utilise pour souvent présenter en fait le patronage et le savoir-faire, ce qui se déploie en savoir-faire éducatif dans le patronage, avec chacun sa place. Donc, on est d'abord un enfant et puis on monte parce que l'objectif c'est le ciel. Et quand on travaille ce qu'on appelle les étages de la fusée. Donc on a l'étage des enfants, puis après l'étage. On a aussi lancé l'année dernière un autre étage avant les pilotes, qu'on appelle le club, qui va bientôt changer de nom. Donc on a lancé le club pour les 10-11 ans. Ah oui, c'est l'étage intermédiaire. L'étage intermédiaire, parce qu'ils sont déjà ils sont déjà capables. Et c'est un peu long en fait, 2 ans d'enfant à pilote. Donc il y a vraiment, on a senti le besoin d'installer cet étage-là. Donc le fameux étage des pilotes. Et puis à l'intérieur des pilotes, maintenant on a aussi des sous-étages, des étages intermédiaires. Donc on a les apprentis pilotes, on a les pilotes, c'est un millefeuille en fait, et on a les pilotes aînés. Chacun étant responsable, tuteur, parrain, de son plus jeune. On met en place des binômes de pilotes qui accompagnent les nouveaux apprentis. En fait, derrière ça, c'est l'école de la responsabilisation et c'est tout l'enjeu de transmission en fait qui se joue dans l'axe de la fusée. Vraiment le génie de la fusée, c'est on commence à 6 ans. Le réacteur, c'est les pilotes, et puis après on continue. Et en pensant cette stratification,
on prend conscience que d'un point de vue pédagogique, on s'adresse à une tranche d'âge en pensant à l'étage suivant. On les prend pour plus grands qu'ils ne sont, tout en sachant qu'ils ont leur âge, mais on les tire. Ah oui. Et eux, ils ont forcément envie de passer l'étape suivante à chaque fois. Et donc c'est vraiment... et on peut mettre des objectifs en fonction de chaque tranche d'âge. Alors au début, c'est simplement je connais les usages de la maison, je connais la vie du patron, ici on joue, ici on prie. Voilà, dans les tâches des pilotes, par exemple, je réponds à mon téléphone. C'est un truc tout bête, c'est pas facile aussi pour un jeune aujourd'hui de répondre en disant je serai présent, etc. Ça fait partie des objectifs concrets qu'on leur donne. Et donc voilà, on essaie d'avoir des éléments très, très opérationnels en fonction de chacun des étages. Et donc ça rend la pédagogie lisible, ça permet de la proposer à tous ceux qui nous aident, et aussi d'aider les parents à comprendre ce qu'on leur demande au patronage pour qu'il puisse y avoir éventuellement une réplique à la maison afin d'unifier le cadre éducatif de l'enfant. Et ça permet vraiment de tisser un lien avec les familles. On les reçoit pour l'instant une fois par an à l'occasion d'un café des parents et on leur propose toujours un petit focus sur un point de pédagogie qui s'intègre dans un des lieux de la fusée. Et ce faisant, les parents en redemandent à chaque fois. Ah oui. Parce que on leur donne des éléments concrets, on leur explique le degré d'exigence qu'on a avec leurs jeunes, et ce faisant, il devient aussi exigible à la maison. Donc c'est vraiment pertinent. En fait, pour ça, au début, avec Isabelle, nous, on se retrouve tous les mercredis matins. Oui, c'est ce que j'allais vous demander maintenant. Voilà. Dans ce binôme, finalement, on a beaucoup parlé de la pédagogie. Maintenant, dans le cœur de travail là, de ce binôme directeur-aumônier, comment est-ce que ça a fonctionné? Quels sont les conseils que vous pouvez donner pour un patron qui se crée et avec un binôme qui s'est peut-être pas forcément choisi, qui se connaît peut-être pas forcément bien? Voilà, quels sont les conseils que vous pouvez donner pour que ce binôme démarre bien, fonctionne bien et puis grandissent bien, quoi? Moi, je démarrerais par le fait de travailler ensemble. Désolé, mais si, faut travailler ensemble, c'est-à-dire qu'il faut passer du temps ensemble. Oui. Nous, on se voyait tous les mercredis matins, entre 2h30 et 3h, certes pour préparer les activités, etc., mais aussi pour discuter des fondamentaux de la pédagogie. Alors, on s'inspirait des sources, des biographies, des ressources dont on disposait, mais ce faisant, on les pose une fois, deux fois, quatre fois, 1000 fois. Autant de fois que nécessaire, notamment jusqu'à ce qu'on appelle les faire nôtres, c'est-à-dire les traduire avec nos langages, nos mots. Donc par exemple, pédagogie des pilotes, au final, qu'est-ce qu'on veut leur donner comme objectif concret? Faire sourire un enfant. Et pour arriver à cette phrase-là, on a fait tout notre petit chemin pour leur donner un repère très concret, et aujourd'hui, les pilotes le disent eux-mêmes. Notre travail, c'est faire sourire les enfants. Et donc, ce faisant, ils se découvrent capables de bien. Et donc, on choisit vraiment à chacun des étages ce qu'on veut leur faire vivre et on le concrétise. Et ça prend du temps. Donc, il faut accepter de perdre du temps. Et on le perd, pour penser ce qu'on va faire, mais aussi, et ça c'est Isabelle qui m'a donné ce pli, parce que moi j'avais plutôt tendance à voir le lendemain, elle m'a dit « Ouais, on va commencer par relire ce qu'on a déjà fait. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine qui s'est écoulée à la Toussaint, par exemple, entre ce qu'on a prévu et ce qui s'est mis en place, c'est quoi le delta qu'il y a eu entre les deux, entre ce à quoi on aspirait et ce qu'on a vécu, quels sont les lieux encourageants, et reprendre. En fait, il faut ciseler. Donc le but, c'est pas tant au début d'avoir beaucoup d'enfants, c'est que ceux qui sont là, l'axe il est bien vertical. Voilà, on a une proposition très qualitative d'un point de vue éducatif, et c'est parce qu'elle est bonne que les gens vont venir. Donc faut pas se disperser au début. Et donc il faut assumer une exigence éducative haute, avec la bienveillance suffisante pour que chaque enfant puisse progresser, et puis être bien clair sur ce qu'on cherche. Et moi, ce que je cherche comme prêtre, c'est que le patronage ce soit une fabrique de saints. Voilà. Bah vous avez raison, c'est les emmener au royaume de Dieu. Ouais. Et donc, une fabrique de saints, ça veut dire que on croit à la sainteté des enfants. Vraiment. C'est pas des gosses, c'est pas des mômes à qui on va donner un petit jus pieux. Il y a une vraie sainteté propre à l'enfance, comme à l'adolescence, comme à l'approche de l'âge adulte. Et donc, comment on la rend accessible? Et si on réfléchit comme ça, en fait, ça permet d'une part d'accueillir tous les enfants, sans distinction de formation chrétienne, de famille plus ou moins pratiquante, etc., etc., et d'utiliser toutes les ressources de la vie du patronage, le jeu, les temps calmes, etc., avec une grille de lecture en se disant, est-ce que tous les éléments qui sont dans notre journée sont au service de cet objectif-là, et tendent vers. Et ça demande un vrai travail de relecture, de formulation, afin que tous les éléments soient au service d'un objectif ultime, qui est donc la sainteté
des enfants et qui va passer après par plein d'éléments concrets. Ouais, et c'est là où s'exerce la complémentarité, Oui. à la fois voilà, des états de vie Mhm. et homme-femme, la sainteté. Et comme mère de famille et comme éducatrice, moi j'arrive avec l'élément de croissance intégrale. Voilà, de l'enfant, donc la sainteté C'est qui pas rien. habite toute la vision, enfin, qui habite vraiment toute la croissance de l'enfant. Voilà, une des choses qu'on a pu définir, c'est que il y a vraiment une interaction indispensable entre le fil spirituel et l'ambition et quel progrès de personne, d'humanité on veut faire à l'enfant. Qu'est-ce qui va, voilà, ça peut se situer du point de vue de l'apprentissage. Qu'est-ce qui va, en sortant du patro, qu'est-ce qu'il aura appris, voilà, quelle vertu sera installée chez lui. Et pour tout ça, on va passer par l'ensemble des activités. Voilà, une de nos trouvailles entre guillemets, c'est l'enfant progresse chrétiennement quand il joue. Hein, voilà, et Éducation par le jeu. Exactement, éducation par le jeu, c'est un élément sainteté, croissance intégrale tissés ensemble. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux regards portés sur l'enfant que vous accompagnez, comme chacun d'entre vous, avec votre caractère propre, avec votre histoire propre, vous avez un regard différent porté sur un enfant. Donc un enfant qui peut paraître un peu compliqué pour l'un d'entre vous, l'autre du coup peut lui apporter un regard un petit peu différent. Ça, vous l'avez expérimenté dans le patronage, d'avoir peut-être un regard qui n'était pas forcément le même porté sur un enfant et finalement clairement de se dire en fait merci pour ce, je pense que c'est ce que vous demandez aussi à vos animateurs et à vos grands frères, d'avoir ce regard un peu aiguisé sur l'enfant et sortir du il est trop chou, il est trop mignon. Là, il y a trois choses. Pour les éducateurs, grands frères, grandes sœurs, notamment quand on se retrouve, quand on discute avec les grands, on a posé aussi un cadre à nos réunions avec des conseils issus directement des écrits pédagogiques de Don Bosco. Donc, vous voyez, on veut que lorsque nos éducateurs prennent la parole à la réunion du soir, ils puissent parler des enfants. Pas simplement ça s'est bien passé ou je ne sais pas quoi, on parle des enfants et ce nommément de telle sorte qu'une progression personnalisée soit possible. Donc c'est un lieu important, donc on choisit aussi les ingrédients de nos réunions. Donc ça c'est une chose. Et puis effectivement en complémentaire, moi j'y pense quand je suis arrivé sur la paroisse et que le curé m'a demandé de faire le patronage, moi je lui ai dit alors moi avant 12 ans je sais pas faire. Vous voyez, avant à peu près l'accès au concept, c'est-à-dire 5e, quoi. Moi, je passe par le langage avec les jeunes. Moi, l'enfant de 6 ans, j'étais un peu démuni au début, hein. Et donc avoir Isabelle qui était une maman, c'est quand même décisif en fait. C'est pas spontané. Et donc en travaillant sur ces petits éléments-là, au fur et à mesure, on a pu s'apporter des connaissances, des intuitions, des savoir-faire qui de fait ont bien fonctionné. Parce qu'on s'est beaucoup redit ce qu'on cherchait. Ça, je pense que c'est dans les conseils qu'on peut donner à une équipe de direction qui démarre, c'est être, en clarifiant nos objectifs, c'est s'assurer que l'objectif, il soit en dehors de nous deux. Voyez, que le point vers lequel on tend, il soit plus grand que l'un et que l'autre. D'où la question de la sainteté, par exemple, ou de la croissance intégrale, ou le fait d'aller puiser dans l'histoire des patronages, d'avoir une source qui est au-delà de l'un ou de l'autre. Parce que sinon, le risque, c'est d'être soit côte à côte ou face à face, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment d'œuvrer à quelque chose qui est plus grand. Et ce faisant, la pédagogie qu'on donne aux petits, on en profite nous aussi. Je prends un exemple très simple. Un enfant passe par la sensorialité. Ça sert à rien de lui faire des topos. S'il n'y a pas quelque chose qui est sensible pour lui, en fait, sa mémoire va pas le fixer. Donc ça, nous, ça a commencé par quoi? Dans la maison, quand je suis arrivé, cette maison paroissiale, il y avait une petite chapelle qui était plutôt... on y avait mis un autel qui était complètement disproportionné. La paix était finie. En fait, c'était plutôt une salle oratoire. Une salle oratoire, voilà. Qui est maintenant une chapelle. Voilà, et qu'on a transformé vraiment en chapelle. Donc on a changé tout le code couleur, afin que quand l'enfant franchisse la porte, c'est Moïse au buisson ardent, quoi. Ôte tes sandales, la terre que tu foules est une terre sainte. Voilà. Il n'y a pas besoin de lui expliquer. On change les couleurs, on fait quelque chose de précieux. Comme dirait Isabelle, il faut que ça brille. Bah oui, faut que ça brille, il faut du doré. Hein. Voilà. Et ensuite, on demande au pilote, quant à la prière du matin, de se mettre juste à l'entrée
de la chapelle et d'accueillir les enfants en leur rappelant qu'on fait une belle genuflexion et un signe de croix. Et ce faisant, on sanctuarise le lieu. Il n'y a pas besoin de l'expliquer. Ça se fait par un usage. Et donc ça, c'est plein de petites choses qu'on réfléchit le mercredi matin. Au lieu de faire un grand topo aux enfants en leur disant « dans la chapelle, on se tient bien », en fait, on crée une ambiance sensorielle qui fait que l'enfant sent que c'est précieux et a envie de se recueillir. Et de lui-même. Oui, Finalement. de lui-même. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut réfléchir, notamment le mercredi matin, et reprendre au fur et à mesure pour que, en fait, l'enfant s'imprègne. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on s'est bien trouvé. On a ouvert les livres aussi de la pédagogie Montessori. Allez-y. Non, mais je vous en... de fait, pour arriver là, on a trouvé chez Timon David la question des enfants qui entrent. Timon David était était très joyeux et ses enfants pouvaient faire le bazar dans la rue avec la fanfare, etc. En revanche, de la cour à la chapelle, la cour donne sur la chapelle dans la tradition des patronages. Une fois qu'on avait franchi la porte de la chapelle, alors là, c'était tout à fait un autre endroit et une autre disposition. Donc, on a vraiment travaillé la disposition des enfants en s'appuyant avec confiance là pour le coup sur. C'est pas facile aujourd'hui de se dire. Ok, l'enfant va passer dans la chapelle, à partir de là, c'est terminé, c'est un autre enfant qui se dispose autrement, etc. En fait, on a fait confiance, on a essayé. Et puis aussi, effectivement, en travaillant beaucoup Montessori sur cette question de la sensorialité. Ça nous a aidé à le formuler de cette façon. Et je dirais que le lieu, ce point extérieur sur lequel cette référence extérieure aussi qu'on a trouvé, sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est la question de l'art, l'histoire et le beau. Là, c'est vrai qu'on avait au départ un accord une sensibilité tous les deux qui fait qu'on s'est trouvé sur l'art, le beau et l'histoire, et ça nous a permis de déployer autre chose effectivement que. S'appuyer sur une conviction forte, c'est que l'enfant grandit, de toute façon il grandit. Mais il grandit en se nourrissant de ce qui va être autour de lui. Donc il faut mettre de bonnes choses pour qu'il devienne bon, de belles choses pour qu'il devienne beau, et de grandes choses pour qu'il devienne grand. Donc tout est beau, tout est grand, tout est vrai. Et une chose qui nous a beaucoup guidés, c'est tout est signifiant, tout fait signe à l'enfant. C'est comme ça qu'il bâtit son univers. Donc ça veut dire que quand on relit une journée, depuis la récré, le moment où je dépose mon petit sac, le moment où je suis accueilli, jusqu'au temps d'activité, tout doit être relu à chaque fois en se demandant mais quel est le message implicite qu'on donne à l'enfant. Qu'est-ce qu'on lui envoie en fait à ce moment-là? Donc je vous prends un exemple tout bête. À chaque début de semaine, la première exigence qu'on a avec nos éducateurs, c'est qu'ils soient au milieu des enfants. C'est vrai au moment des temps de consigne, c'est vrai pendant la prière. Parce que si on a tous les enfants devant, les éducateurs derrière, le message qu'on envoie, c'est que la prière, c'est pour les petits. Bah oui, exactement. Donc au milieu des enfants. Et on ne passe pas à un objectif ultérieur tant que celui-ci n'est pas acté. Ouais. Et donc en fait progressivement en relisant notamment dans tout ce travail du mercredi en binôme de direction, ça nous permet de le formaliser, de voir nos points d'attention et de les partager. Comme ça on a un langage qui est partagé et on a une cohérence. Ça c'est vraiment important je pense dans un binôme de direction d'avoir à peu près les mêmes mots, les mêmes devises on va dire. Ça crée une culture maison et c'est cohérent vis-à-vis des enfants, des grands, des pilotes, des éducateurs et puis aussi des familles. Parce qu'il peut arriver que parfois on ait une tension ou je ne sais quoi, où les parents arrivent. Si on n'a pas le même discours, si on n'en a pas parlé entre nous de tel petit événement chamaillerie qui était arrivé, en fait on apprend progressivement à l'enfant la duplicité. Je ne serai pas avec Isabelle comme je suis avec le père Godefroy. Ils essayent d'ailleurs. Bien sûr qu'ils essayent. Mais si on est bien cohérent et qu'on sait bien et qu'on apprend à nos éducateurs à rendre compte et que nous-mêmes on se fait part, même si on n'a pas forcément été en première ligne sur tel ou tel sujet, alors dans ces cas-là, on a une cohérence et donc l'enfant apprend la franchise ce faisant. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des grands enseignements sûrs, mais veillez à ce que le cadre permette l'infusion au sens d'un sachet de thé, des vertus et de ce qu'on veut lui donner. Et donc, ce qui sous-entend que le binôme, du coup, soit très d'accord sur le projet éducatif, projet pédagogique, que tout ça, ça a été réfléchi, entendu, travaillé, repris, raté, retravaillé, encore et encore, sans arrêt.
Et même quand il y a des conflits, je pense que parfois il peut y avoir des conflits ou avec des parents ou des familles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On a des binômes où la directrice a pu être prise à partie et du coup le rôle de l'aumônier était important. Est-ce que vous avez déjà vécu ça dans votre patronage, d'avoir pu vivre à un moment de tension, soit au sein de l'équipe avec vos jeunes, soit avec une famille? Et comment est-ce que vous avez réussi à surmonter ça? Comment est-ce que votre duo a pu soit l'un aider l'autre? Est-ce que je vous pose la question, je vous en ai même pas encore parlé. Alors je pense que ce qui nous a quand même rendu service, c'est que dans notre façon de travailler et d'être un binôme de direction dans cette collaboration, c'est que à la fois chacun a son champ. Et en même temps, on est capable l'un comme l'autre d'assumer l'intégrale. C'est-à-dire qu'on a son champ, mais le champ, ça veut pas dire 2 couloirs parallèles qui ne se rejoignent pas. En gros, le prêtre c'est Jésus et Isabelle c'est le jeu. Oui. Voilà. Non, il faut que le prêtre y joue et qu'Isabelle elle sache prier. Ici on joue virgule, ici on prie. Voilà. Les deux sont... Exactement. Et pour ça, il faut qu'on puisse communiquer. C'est ce qu'on a fait sur les grandes choses, comme sur les toutes petites choses, ce qui nous a permis de bâtir en fait une cohérence et une unité qui finalement dans les moments où ça a été plus compliqué, où effectivement des moments de gestion de crise ou autre, en fait cette cohérence qui a été installée, cette unité qui a été installée dès le départ, c'est traduite naturellement. C'est pas à ces moments-là qu'on s'est posé la question est-ce que le Père Godefroy va soutenir Isabelle? En fait non, il n'y avait pas besoin parce qu'il y avait déjà cette cohérence qui était installée au départ. Concrètement, quand on dit tout est signifiant, c'est vrai pour l'atmosphère que l'on crée dans la maison, c'est vrai aussi des tensions qui arrivent. Elles sont signifiantes, elles nous disent quelque chose. Donc s'il y a eu une tension entre 2 enfants ou dans tel ou tel sujet, elle nous dit qu'en fait notre cadre éducatif ici a eu une faille. Le fameux système préventif de Don Bosco, c'est là de créer un cadre qui limite au maximum la possibilité d'une tension. Donc déjà, nous, ça vaut le coup de le regarder de près, d'en tirer une leçon, de corriger ce qui doit être corrigé, et puis ensuite, il y a la gestion de crise locale. Par exemple, à un moment, on a fait une erreur de casting pour un éducateur qui était sans doute une bonne personne, mais qui maîtrisait mal son énergie, avait tendance à être brusque. Donc, en fait, il a fallu tout de suite se mettre d'accord en disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a l'espoir fondé de pouvoir le pacifier? De fait, on a jugé que non. On aurait du mal vraiment à discipliner ce jeune qui avait sans doute plein de bonnes qualités, mais la brusquerie, c'est pas possible, quoi. Quand tu es un enfant de 6 ans, faut pas être brusque. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, quand on a eu cette situation, on a reçu le jeune et ses parents à 2 pour avoir le même propos. On s'était calé avant et on a la réunion ensemble. Si à un moment on peut pas avoir un rendez-vous à 2, en revanche on se tient au courant. C'est vraiment important de marcher de manière symphonique, voilà. Et c'est pas souhaitable de se dire tiens, ça passe bien avec l'un ou ça passe bien avec l'autre, et donc en fonction des gens qui viennent au patronage, soit les familles ou les enfants, ce sera plutôt Isabelle ou plutôt le Père Godefroy. Non, c'est pas souhaitable. Il faut que ce soit oxygéné et que les 2 voix puissent bien se répondre, parce que ce qui se joue là, du coup, c'est aussi l'unité de la famille et l'unité de la maison. L'unité de la famille, l'unité de la maison, et éviter le fait que l'affection est un caractère soit exclusif ou sélectif. Il faut l'enfant il va aller au plus simple parce que c'est plus facile pour lui. C'est pareil pour les familles. Il y en a qui cherchent le col romain parce que prêtre c'est important. Il y en a qui cherchent la mère de famille. C'est important d'avoir les 2 voies. Donc voilà. Si on travaille bien son cadre préventif, on n'a pas eu beaucoup de sujets vraiment difficiles. On a eu quelques-uns qu'on a traités ensemble, mais c'est vrai que ça n'aura pas été un lieu de tension permanent. Et puis pour nous, vraiment entre nous 2, quand on a, un point d'attention, une manière de faire qu'on voudrait s'y prendre un peu différemment, à l'occasion d'un projet d'animation, à l'occasion d'un levier éducatif qu'on voudrait mettre en place, et qu'on approche les choses différemment, en fait, souvent, précisément parce qu'on est d'accord sur le fond, c'est-à-dire la fabrique de saints et la croissance intégrale, alors en fait, il faut parler.
Parce qu'on approche souvent les choses avec, je sais pas quoi, de points de vue différents. Et en fait, une fois qu'on s'est bien redit qu'on cherche la même chose, dans ces cas-là, on rame dans le même sens. Et donc, il n'y a pas de division. Donc voilà. Et puis, comme on est aussi adulte, on apprend à se parler en vérité. Quand il y a quelque chose qui nous va pas, qui nous a déçus, qui nous a surpris. Mais dans ces cas-là, on choisit le moment où on en parle. Pas entre deux portes, pas avec Jamais, 3 enfants à côté. Jamais, jamais entre deux portes. Ah ouais. Effectivement, ni pour le travail, ni pour une remontée quelconque. Et puis aussi, je vais dire de la simplicité, parce qu'on a pu, voilà, une simplicité, de la confiance. Et de la franchise, ça c'est vraiment très important. Moi, ce que j'appelle la vérité, c'est important. Et la confiance, elle va jusqu'à comment dire, voilà, croire que comme binôme de direction, quand l'un a quelque chose à dire à l'autre, c'est parce qu'on veut le meilleur pour les enfants, et que voilà, et que profondément on sait qu'on est nous aussi appelés à grandir et améliorables, et donc on reçoit, voilà, on essaye de recevoir ce qu'on a à se dire avec ce désir aussi de se mettre à l'école, comme nos enfants à l'école de l'éducation, à l'école du patronage. Voilà, c'est ce que je dirais. Oui. Merci beaucoup. Et alors aujourd'hui, 5 ans après, peut-être, pardon, un dernier point qui me semble important sur le règle d'or du binôme de direction, c'est l'action de grâce partagée, la prière ensemble. Ouais. Moi, je sais qu'une chose dont je suis vraiment reconnaissante au Père Godefroy, c'est quand on a lancé nos premiers patronages de vacances, accueil des vacances, donc à toutes les vacances scolaires. Et ben le matin, avant la première chose qu'on a en entrant dans la maison, prière des laudes et messe. Voilà, avec tous ceux qui voulaient, voilà, on invitait nos éducateurs et tous ceux qui voulaient à venir, en tout cas pour l'équipe d'animation. Voilà, et il nous est arrivé de nous retrouver peut-être parfois que tous les deux à cette messe, mais sans cette action de grâce, prière partagée, et voilà ce que j'appelle la pédagogie de l'abandon, c'est vraiment de déposer tous nos mercredis matins, nos heures de travail, de pouvoir à ces moments-là, voilà, les remettre au bon Dieu dont c'est l'œuvre. Les semaines de vacances n'auraient pas été les mêmes, hein, ni pour les enfants, ni pour les éducateurs, ni pour les nôtres. Donc ça a vraiment son prix et sa nécessité même. C'est important au niveau du binôme de direction et même de l'équipe éducative. C'est même derrière, hein, ça, c'est la grâce est la première éducatrice. On en est les relais. Donc il faut la mettre en premier. Premier dans la journée, et puis premier dans plein d'autres aspects. Par exemple, quand on dit qu'on s'inspire de l'art, de l'histoire, etc., on choisit soit un projet d'animation, une manière de faire qui appartient à soit la tradition des patronages ou la tradition de l'Église. Quelque chose qui n'est pas ma petite idée sur la question. Et on croit à ce truc-là, à quelque chose qui est plus grand, et donc ce faisant, on en est les relais, et donc on laisse à quelque chose de plus grand, en l'occurrence la grâce de Dieu, le soin de faire son œuvre. Et donc ça permet d'avoir d'abord une vraie chasteté éducative, de savoir qui l'on est, c'est-à-dire des relais. Et puis, c'est une manière très concrète de se mettre à l'école de la grâce. Je prends un exemple bête, par exemple, pas bête du tout d'ailleurs, mais on avait fait à l'occasion d'un patronage des vacances de Noël, tout était calé sur un des tableaux de Georges de la Tour, où on voit la nativité, vous savez, ces tableaux en clair-obscur, à l'ombre de la bougie. Donc on avait travaillé à partir de ça. Ce qui a bâti le projet d'animation, c'est le tableau. Donc on prend quelque chose qui n'est ni Isabelle, ni moi, ni quelqu'un d'autre. On se cultive sur c'est qui Georges de la Tour, pourquoi il fait ça. On va puiser dans cette ressource-là. On joue sur les clairs-obscurs du tableau, comment on va créer cette ambiance. Et donc on se met à l'école de quelque chose de plus grand, qui en l'occurrence ici un mystère de la vie du Christ, c'est sa nativité. Et c'est comme ça qu'on concrétise et on rend réel le fait que la grâce est première. C'est pas mon idée sur la question, ce qui me semble bien. C'est vrai d'un truc très spirituel comme ça, c'est vrai aussi d'un patronage épique sur l'aéropostale ou le grand voyage de la Pérouse. Mais ça, c'est vraiment important de trouver un repère, que ce soit pas qu'un mot en disant le bon Dieu il est là, oui, et comment on fait en sorte qu'il soit là et le premier dans la journée, premier comme source, et aussi celui à qui on revient régulièrement par notre action de grâce partagée. Oui.
Et alors, avez-vous d'autres conseils? Parce que là, vous nous partagez beaucoup de choses. Est-ce que vous avez d'autres conseils précieux à nous donner pour un patronage qui se lance? Je pensais notamment à la partie de la réglementation qui peut faire un petit peu peur. Mon père, est-ce que vous avez quelques conseils? Ah oui, ça peut faire un peu peur, oui. De fait, il y en a beaucoup. À partir du moment où on est déclaré avec, comme un ACM, c'est contraignant. Et on peut voir ça comme une somme de contraintes. Je pense que ça vaut le coup de décider, pour le coup, c'est une manière de se situer, que ça n'est pas des contraintes, mais en fait, c'est un secours. Voilà, l'ensemble du cadre réglementaire est un secours, certes, pour la sécurité des enfants, mais on peut s'en saisir comme d'un vrai levier pédagogique. Voilà, choisir d'être déclaré, c'est s'imposer des formations. Donc ça veut dire que comme je pense mon œuvre à 15 ans, je sais que mon gros défi, c'est de fidéliser mes pilotes pour les envoyer au BAFA. Et donc tout ça, ça va devenir en fait un appel qui fait que la réglementation devient un bon secours et même un bon support. Je sais pas si vous avez un exemple. Si le BAFD qu'on avait évoqué tout à l'heure, peut-être. À partir du moment où j'ai commencé la formation BAFD et après en direction adjointe, évidemment, j'ai pu mettre en place en fait une gestion administrative et organisationnelle de l'accueil avec toutes les connaissances apportées et compétences apportées par la formation qui ont permis ensuite de porter de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple l'aspect administratif et organisationnel des accueils de vacances, et ça a permis aussi d'être plus stable, plus cohérent et plus pertinent pour la formation des éducateurs. Voilà. Donc vraiment, moi j'encourage les patrons qui se lancent à très vite. On va pas aller chercher. Alors si on doit au tout début, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on fait avec les moyens du bord, quelqu'un qui a une équivalence BAFD, très bien. Mais très vite, on va se former pour le BAFD. Et puis c'est un gage aussi auprès des parents. Gage de confiance, gage de, bien sûr, d'un point de vue administratif et légal, on est dans les clous. Gage de sécurité et gage de savoir-faire aussi, au service des activités de l'œuvre éducative et de la pédagogie. Un autre point que vous vouliez évoquer et que vous avez mis en place dans votre patronage, ce sont les devises. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus, Isabelle, peut-être, et après le père, vous compléterez ce que vous avez mis en place au patronage. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces devises que vous avez? Alors, ce qu'on appelle les devises, mais là, pour le coup, le père Gautran en parlera mieux, il le formulera mieux que moi. Non, allez-y. Ce qu'on appelle les devises, en fait, c'est un langage qu'on s'est donné, avec, des petites formules, qui reviennent souvent, qui sont partagées par tous, à la fois dans leur sens, et à la fois aussi dans le cheminement de chacune de ces devises. Par exemple, on l'a dit un peu tout à l'heure, on a au patro, tout est grand, tout est beau. Au patro, tout est signifiant. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre, père? En fait, on en a égrené plusieurs au fur et à mesure de notre entretien. Là, faire sourire les enfants. On a repris évidemment devenir meilleur avec le Christ, vouloir devenir meilleur avec le Christ. Tout cela n'est pas simplement des slogans. C'est une manière de préciser les étapes de croissance qu'on veut avoir auprès de chaque enfant ou chaque tranche d'âge. Et donc, en arrivant à ramasser dans une devise de manière très concise, soit un objectif très concret ou une étape de croissance, en fait, c'est ça qui forme un langage commun. Il faut parler le même langage parce qu'on est dans la même maison. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de travailler ses mots et sa langue. Donc ça, au fur et à mesure, chaque patronage va avoir son petit répertoire d'expressions. Il y en a qui sont drôles. Chez nous, on a l'effet 15h30. L'effet 15h30. C'est quoi l'effet 15h30? Vous connaissez pas l'effet 15h30? L'effet 15h30, c'est le moment où tous les éducateurs démissionnent parce qu'ils sont fatigués et ça arrive à 15h30. À 15h30, et c'est là où le binôme de direction prend le relais et donne le goûter. Parce que là, on sent que c'est le moment où il faut les laisser souffler. Donc l'effet 15h30, ça permet d'en rire, mais il n'y a plus besoin de le réexpliquer. Voilà, on sait
on en est. Et ça, voilà, ça donne vraiment, je pense, un secours. Et ça permet de s'assurer qu'on formule précisément ce qu'on attend. De manière générale, et ça s'intègre dans une chose auquel moi je tiens, et avec Isabelle on s'est très bien entendu là-dessus, c'est qu'à chaque semaine de patronage, on met en parallèle un élément de croissance intégrale et un élément de croissance spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un fil spirituel, et on sait précisément l'étape spirituelle qu'on veut faire vivre aux enfants. C'est pas juste tu viens dans un climat catho. Tu viens pour grandir. On lui dit pas, on lui fait vivre. À chaque prière du matin, il y a alors une lettre qu'il aurait lue, quelque chose. Et chaque jour, on avance progressivement jusqu'à, si on veut vraiment déployer tel élément de leur piété mariale, si on veut on avait fait un patronage sur l'Exode, par exemple, prenant l'Exode comme narratif. Et le fil-spice était de même que Moïse a été appelé, toi aussi tu es appelé. Et donc, comment on fait pour concrétiser jusqu'à ce que chaque enfant, le vendredi, juste avant de dire au revoir, on avait fait toute une sorte de petite liturgie maison. Non, de grande liturgie, parce que tout est grand, tout est beau, pardon. De grande liturgie maison. En ayant suivi tout le livre de l'Exode, on avait transformé la chapelle en tente de la rencontre. Donc, avec le voile, l'encens, tout le machin, etc. On a fait les chérubins, la cérémonie d'union, c'était très drôle. Et donc... L'Arche d'Alliance, évidemment, l'Arche d'Alliance. Trimballer l'Arche d'Alliance. Et à la fin, les enfants pouvaient choisir à travers des petites cartes comment ils étaient prêts à offrir leur vie au Seigneur comme Moïse le fit. Et donc ils choisissaient, là c'était une pastorale vocationnelle, donc Seigneur Jésus, je suis prêt à t'offrir mon cœur pour devenir maman, pour devenir papa, pour devenir religieux, pour devenir prêtre, etc. Ils pouvaient en prendre 1, 2, 3 et venaient les déposer sur l'autel. On va jusqu'au bout, donc jusqu'au bout du livre de l'Exode avec la tente de la rencontre, mais ce faisant, on a travaillé chacun des éléments pour que ce langage, en fait, ici en l'occurrence vocationnel, et cette étape spirituelle puisse vraiment être franchie. Donc ça, c'est un conseil, je pense, important à donner aux équipes de direction, savoir l'étape qu'on veut faire vivre, qu'elle soit de l'ordre de la croissance ou de l'ordre spirituel, à chacun des enfants, et la concrétiser jour par jour comme une progression. C'est comme ça qu'on voit l'enfant grandir, qu'on peut l'évaluer, et qu'on a une prise sur le réel de leur croissance, et pas simplement sur la manière dont on forge leurs idées. Les fruits de ce patronage qui est dans la paroisse, vous les avez vécus de 1000 manières différentes, je pense. Je pense que même vous, le fait que la figure sacerdotale soit présente auprès des enfants, que vous ayez vraiment accompagné ce groupe d'enfants tous les mercredis, enfin voilà, vous avez vraiment, même eux, ont construit une relation complètement différente avec vous et ont même eu peut-être une vision du prêtre différente que ce qu'ils pouvaient imaginer s'ils côtoyaient des prêtres avant, si même ils allaient à la messe. Mais est-ce que du coup, les fruits finalement du patronage dans la paroisse, au bout de 5 ans, vous avez de belles choses à nous partager? Je peux? Ah bah allez-y, allez-y. Je crois que le premier fruit, c'est ce sont les enfants qui passent la porte. Voilà, on est lundi matin, le patronage des vacances démarre. Donc normalement c'est à 8h30, à partir de 8h15, 20. Ils sont déjà là. C'est blindé devant la porte, et ce sont pas les parents qui poussent, ce sont les enfants qui sont agglutinés et donc on ouvre la porte, et là c'est voilà, ce sont les yeux pleins de joie des enfants, leur attente, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, leur sourire, leur façon de dire bonjour, en nous serrant la main, en nous regardant droit dans les yeux, et déjà tout heureux, et tout heureux de ce qui va, voilà, anticipant dans leur petite tête ce qui va se passer pendant cette journée, heureux de retrouver leurs amis, heureux, voilà, beaucoup d'enfants qui nous disent enfin, on fait ce qu'on appelle un mot du soir. Donc le mot du soir, c'est une relecture en équipe de vie, donc par tranche d'âge. Voilà, on s'est inspiré du terme de Don Bosco, du mot du soir. Donc petit temps de relecture qu'on a longuement travaillé, parce que ça a longuement mis du temps à se mettre en place. Mais voilà, et au cours duquel les enfants expriment alors pas ce qu'ils ont pas j'ai aimé, j'ai pas aimé, parce que ça, en fait, on s'en fiche un peu, parce qu'on considère, on assume ce qu'on leur propose, donc en général, ils ont aimé. Mais quel progrès j'ai fait aujourd'hui, comment j'ai grandi, qu'est-ce qui m'a fait sourire, voilà, quel pardon j'ai donné, qu'est-ce qui m'a rendu fière, etc. Et donc dans ce mot du soir qu'on reprend ensuite avec les éducateurs, qui revient quand même vraiment souvent, j'aime la prière.
Voilà, c'est pas anodin, quels que soient tous les âges, quel que soit l'âge des enfants. Vous avez un petit enfant qui arrive, d'une famille, qui fréquente pas forcément les bancs de la messe le dimanche, et qu'au bout de 3-4 jours, cet enfant vous dit avec un air émerveillé et profond, comme savent le faire les enfants, hein, le regard clair et en vérité, moi, j'aime la prière. Bon, voilà, ça c'est le premier fruit, je crois qu'il est là, il est vraiment dans les progrès qu'on voit dans nos enfants. On a la chance aussi d'avoir des enfants qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années, qui reviennent régulièrement, pas forcément à chaque vacances, pas forcément chaque mercredi, mais qui reviennent, sur, 1 fois, 2 fois dans l'année. Et le premier fruit, c'est de voir combien c'est vraiment un des génies du patronage, c'est combien ces enfants grandissent. Voilà, qu'il y a vraiment des choses, cette capacité d'habiter leur sainteté, des choses qui changent, des comportements qui changent, des enfants qui arrivent chez nous qui sont boudeurs, qui se contrarient au moindre non, et qui petit à petit deviennent les premiers à être enthousiastes pour les activités, les premiers à entraîner les autres. Voilà, toutes ces petites conversions, toutes ces petites... Et ce qui est très beau, c'est que comme c'est chez des enfants, en fait, nous, on sait qu'il y a quelque chose de profond, en fait, qui s'installe et que ça va les aider à grandir beau et droit. Ouais. Premier c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les éducateurs. Oui, on a des éducateurs qui sont pas forcément des pratiquants réguliers, ils sont sympathisants, on va dire, mais qui, sans qu'on leur fasse quelconque sermon, parce qu'on leur donne des petits éléments pour aider l'enfant de 6 ans un peu qui gigote pendant la prière, ce faisant, on leur apprend la ferveur. C'est-à-dire à se disposer correctement, à jouer également sur leur sensorialité, leur tenue, savoir quoi dire, comment on fait une prière, etc. Donc ça, c'est pour les éducateurs, et il y en a certains qui vraiment auront vécu des étapes de vie chrétienne grâce au fait qu'ils l'ont apprise aux enfants, ces étapes-là, qu'ils les ont apprises aux enfants. Et alors au niveau paroissial, on a la plupart des familles qui mettent leurs enfants au patronage, on va dire appartiennent au second cercle. Donc des gens qui passent de temps en temps, qui ont fait une partie des sacrements, un peu de caté, qui ont en partie lâché, ou certains des enfants ont continué. Enfin on a un peu ce profil-là. Et donc la première chose qu'on fait, en fait, c'est de rendre un service aux familles, ça c'est sûr, et c'est de il y a le geste éducatif où on vise la sainteté de l'enfant, mais le geste d'évangélisation, c'est de viser la famille derrière. Et donc parce qu'on gagne du crédit auprès des familles, parce qu'on prend soin de leurs enfants, et que la plus-value éducative que l'on donne distingue le patronage d'un accueil de loisirs ordinaire, on a des parents qui sont pas forcément pratiquants, croyants, intéressés de loin, qui viennent pour la plus-value éducative, et parce que celle-ci est baignée en fait d'esprit évangélique, ils vont commencer à s'y intéresser. Et quand on leur parle de leurs enfants, quand ils le posent le matin, quand ils le récupèrent le soir, en fait on a toute cette petite interface qui leur permet de franchir le seuil. Au début, ils viennent, et puis après, ils veulent nous rendre service, ils nous font les repas pour les animateurs. Ensuite, on a fait la fête du patron, ils viennent tous à l'église. Ça fait bien longtemps qu'ils n'y étaient pas allés. Ils découvrent qu'en fait, notre paroisse, elle est belle, qu'il y a du monde, que ça chante bien, que c'est joyeux, que le curé est sympa. Et donc, finalement, ils vont se mettre à reprendre la question du parcours de première communion de leur deuxième. Et donc c'est là où on a l'interaction entre le patronage et le reste de la paroisse, parce que on cherche à fidéliser les familles dans ces parcours-là, et donc on pousse après vers les autres lieux qui vont les faire graviter autour du monde chrétien. Donc ça, c'est un travail un peu de fond qui est difficile forcément à chiffrer, mais qu'on constate. Qu'on constate, on voit simplement qu'on a des familles qui, entre guillemets, cochent à plusieurs cases. Donc, un enfant au pas trop, puis finalement aussi première communion, et puis elle commence à nous parler des scouts pour les vacances, etc., etc. Donc on a des familles qui finalement rentrent dans le giron de la proposition chrétienne, qui est en partie paroissiale. Après, on a évidemment des demandes de sacrement qui arrivent au fur et à mesure, soit carrément une famille complète. On peut dire que c'est quasi systématique chez les enfants, en tout cas vers la première communion ou le baptême. Oui, ça y arrive. Alors soit ils l'ont par d'autres biais, et puis nous on a un bon relais de vie chrétienne, soit c'est par le patronage que ils ont envie de passer cette étape-là, ou alors, je sais pas, ils sont en 4e, ils ont toujours pas fait leur première communion, parce que voilà, tout ça là. Et puis, en fait... à force de bien préparer les messes,
Parce que comme tout est signifiant, on ne fait pas la sûr. messe comme ça avec les enfants. On la prépare avant, on choisit les chants, on choisit les lectures, etc. En montrant que l'Eucharistie est précieux, on leur apprend où est le trésor, en fait. Et comme on a tous envie d'avoir un trésor, il y a un moment, oui, ils s'y intéressent, ils posent leurs questions, et on les sent de plus en plus disposés. Et viendra après le moment d'une étape catéchétique pour acter la première communion. Donc on a une demande de sacrement qui arrive en fonction de chacun, au fur et à mesure. Et puis à l'intérieur, chaque enfant va se nourrir. Il y en a qui vont chercher un lieu d'amitié chrétienne. Il y a des parents qui sont reconnaissants pour la plus-value éducative, qui deviennent hospitaliers, qui redécouvrent un visage de l'Église, beaucoup plus accueillant et chaleureux que l'idée qu'ils s'en faisaient. Donc voilà, en fait, oui, c'est assez difficile à qualifier, mais on le voit bien. Les parents nous sont vraiment reconnaissants quand on leur donne rendez-vous, ils sont présents. On a beaucoup de mots de remerciement derrière. Et nous, notre travail, c'est de, profitant du patronage, les faire rentrer dans l'arbre de la paroisse. Ils arrivent par une branche et le but, c'est de les pousser un peu vers le tronc pour qu'ils aient soit profitant d'autres branches, là, comme la graine de moutarde, voilà, pour que les oiseaux puissent s'abriter dessous. Moi, je me faire leur souviens... nid. Pardon, Allez-y, je vous en prie. puis-je Ah oui, oui, oui. Une question. Au début, c'était première année avec. Alors, je me souviens plus du prénom de l'enfant. Un parent le soir qui vient nous voir et qui nous dit mais qu'est-ce que vous faites avec les enfants? Et ça, je pense que c'est vraiment la porte. En fait, la question d'entrée et le génie du patron, c'est les parents qui sont interrogés et s'émerveillent, en fait. Ils voient vraiment que entre leur enfant qui rentre de l'école ou du centre de loisirs et leur enfant qui rentre du patro, c'est plus le même enfant. Et ça dit quelque chose, en fait, de la puissance chrétienne et de la puissance évangélique de la vie dans un patronage. Et du coup, interrogé et attiré par ce que vit leur enfant et qui reste mystérieux, je crois que c'est ce qui leur donne envie de franchir, de faire le pas d'après. Et puis après, on fait connaissance, on invite, etc. Mais il y a vraiment une interrogation qui naît à ce moment-là avec quand on franchit la porte de la maison de famille. Une chose qui est assez facile à mettre en place, c'est d'inviter les parents, mettons une fois par an, et de sortir une des grandes recettes du patro. Depuis soit un bout de pédagogie qu'on a, je sais pas, le mot à l'oreille, tiens, voilà. Le mot à l'oreille, c'est un classique. Mais prendre le temps de l'expliquer correctement aux parents sur comment on fait, à quoi ça sert, quel est le profit pour l'enfant. En fait, le parent, il va donner du crédit à notre parole. Et si notre parole a du crédit pour l'aspect éducatif, elle a du crédit quand on reprend une parabole du Christ, ou qu'on donne du crédit, enfin, ou qu'on reprend la parole de Dieu. En fait, on hisse la question de l'autorité au sens antique, c'est-à-dire ce qui fait grandir, et on redonne à la parole de Dieu son autorité dans le cœur de ceux qui sont devant nous, y compris les parents. Oui, en fait, l'évangile a quelque chose pour nous rend meilleurs, nous aussi, parce qu'il rend meilleurs nos enfants, et donc c'est comme ça que, de même qu'on dispose les enfants à avoir une vie chrétienne, et ben par effet de ricochet, les parents ont d'abord une sympathie, enfin un intérêt, une sympathie, une curiosité, et puis certains après vraiment se fidélisent davantage, quoi. Et donc peut-être le conseil à avoir, c'est d'avoir une bonne interaction avec le curé, qui est plutôt celui qui va chapeauter le caté, etc., lui raconter ce qu'on fait, lui parler des gens qu'on a. Faire des liens pour savoir ceux qui cochent à plusieurs cases, là. Se passer le mot. Je pense que c'est vraiment important de savoir que le patronage, c'est la mini-paroisse dans la paroisse. C'est la paroisse de l'enfant. Et donc au départ des familles. Mais il faut qu'elle apparaisse dans la grande paroisse. Et donc ça, c'est un vrai travail à faire avec le curé, qui parfois est un peu plus loin, qui se réjouit de voir que ça tourne bien, que le vicaire est bien occupé. Bon, très bien. Mais il y a une vraie interaction à avoir. En tout cas, dans les paroisses qui ont la chance d'avoir plusieurs prêtres sur place, quoi. En tout cas, c'est vrai que c'est un vrai point d'attention. Le patronage, c'est pas le truc du vicaire. Oui. Ça s'insère vraiment dans le, il est important. Naturellement, en fait, ça s'insère dans le projet paroisse, dans le projet paroissial. Mais après, à nous d'être attentifs, est-ce que, voilà, en lien avec le curé, ça
ça apparaisse en fait, oui, qu'on puisse vraiment rendre compte en fait de ce fruit et de la circulation, voilà, de cette énergie entre patro paroisse. Mais le patronage, effectivement, doit complètement s'insérer dans la paroisse et il va même changer finalement le visage de la paroisse. Parce que de manière, vous allez effectivement toucher des familles qui seraient jamais rentrées dans l'église par un chemin un peu plus classique, et par le patronage, par leurs enfants, et le témoignage que vous nous faites depuis tout à l'heure est vraiment signifiant, va toucher des familles qui, du coup, ont franchi le parvis de l'église grâce au patron, quoi. Ah oui, vraiment, oui. On franchit le parvis, et même aujourd'hui, on peut dire certaines familles ont même pris des responsabilités. Enfin, comment dire, se sont engagées dans la vie paroissiale. Hein. Des familles qui sont arrivées, au patro alors qu'elles étaient c'était loin. Un peu loin. C'était loin, oui. Mais du coup, ce lien avec la paroisse, il est précieux et il faut vraiment le cultiver. Et puis inviter le curé à venir parfois. Mais moi, j'entends dans tout ce que l'on dit depuis le début. Et aussi lui faire un compte rendu pastoral. Alors ça, effectivement, tu nous en avais parlé. De fait, après chaque... alors je le fais que depuis... Ça, c'est intéressant que tu nous le partages. Tu m'en avais parlé plusieurs fois. Après chaque accueil de vacances, je fais un petit retour pastoral au curé. Enfin voilà, nous faisons un petit retour. Enfin souvent c'est moi qui. Moi j'en parle au presbytère, mais c'est important. C'est ça. Et je le formule façon au curé parce que je sais ce qui intéresse. Voilà, normal. Je sais ce qui intéresse le curé, c'est parce qu'il a lui sa vision d'ensemble, voilà sur la paroisse. Donc voilà, je lui fais pas un compte rendu des activités. Non, je lui fais vraiment c'est court, c'est succinct, ça fait 10 lignes, mais je lui fais vraiment un compte rendu pastoral. Parce qu'il n'a pas toujours la possibilité de. C'est bien que quand on l'invite toujours, il passe régulièrement. Donc ça lui permet de saisir l'atmosphère, de saisir. Voilà, il nous a fait des beaux retours là-dessus. Mais voilà, de saisir l'esprit de famille. Mais c'est les deux sont complémentaires. C'est important de lui donner cet outil. Le mot de la fin, mon père. Le mot de la fin. Moi, je change de paroisse l'an prochain, donc je vais quitter le patronage. Et puis, cette année, on a eu un truc intéressant, c'est qu'on a un autre vicaire qui est arrivé sur la paroisse et qui a pris la direction à ma place. Donc moi, j'étais plutôt en back-office pour la partie plutôt de la structuration associative, etc., avec d'autres personnes, des familles du patronage, justement, qui étaient contentes de s'y investir. Et donc, c'est intéressant quand on démarre, quand on lance un patronage, parce qu'on s'inscrit dans une tradition, en fait, on vise à 15 ans. On vise à 15 ans. Donc d'abord, on est patient. On grandit pas trop vite. Et surtout, on se dit, l'enfant qui a 6 ans aujourd'hui, moi, je le regarde comme mon bavdé stagiaire de ses 19 ans, ou ses 20 ans. C'est comme ça ça veut dire qu'il finira au binôme de direction suivant. Donc c'est quand même vraiment intéressant en s'appuyant sur l'histoire, sur la tradition des patronages, sur la manière de faire, d'équilibrer ce qui va être le génie de l'individu, de Isabelle en tant qu'Isabelle et de Godefroy en tant que Godefroy, de telle sorte que le binôme de direction puisse aussi devenir hospitalier à d'autres figures. Donc là, ça s'est bien fait cette année, et Isabelle y avait beaucoup tenu, qu'il y ait une transition progressive entre le père Godefroy qui était là depuis 3 ans, que les enfants connaissent très bien, etc., et le père Géraud qui arrive. Comment on opère la transition aussi affective des enfants pour que la figure du prêtre soit une figure de prêtre et pas d'individu. Comment on prouve à ceux qui regardent ce que c'est qu'un patronage, qu'en fait, si ça marche, c'est pas parce que notre binôme a bien fonctionné. C'est parce que un patronage dont on respecte l'ADN, en fait, il est puissant et il est plus fort que les individualités. Et donc, c'est important d'anticiper le passage de la phase initiale start-up où deux personnes, en tout cas dans le binôme de direction, ils mettent vraiment beaucoup de temps et d'énergie, mais très vite se dire mais comment on va transmettre tout ça pour qu'une culture maison puisse accueillir d'autres figures qui rentrent dedans et poursuivent le travail. Ce qui fait qu'on peut partir tranquillement après. D'où la question de tout notre travail pédagogique, la formation, le langage que l'on pose, les usages, les rituels, l'esprit de les devises, la familiarité, la familiarité de Don Bosco, la maison de famille, l'aspect maisonné. Et ça, faut que ça puisse se transmettre. Et donc c'est bien
de pas le penser 3 mois avant son départ. Je pense que c'est important et c'est la garantie que l'œuvre est plus grande que les 2 têtes à ce moment-là et que la tête est bien au-delà en fait. Hein. Donc ça c'est quand même un conseil sur les 5 années de patronage. Cette année aurait été vraiment intéressante pour qu'un autre aumônier puisse arriver, s'inscrire dans tout le travail qu'on a fait tout en y mettant après son génie propre, Bien sûr, oui. mais qu'il y ait une belle continuité pour les enfants. Et puis viendra leur venue aussi le temps qu'Isabelle passe la main. Et donc c'est quelque chose à anticiper pour faire mentir l'idée que c'était bien parce que c'était nous. Non, c'est bien parce que c'est bien en fait. Voilà. Ça fait travailler notre humilité aussi, ça, un petit peu aussi. Hein. Ah ouais, mais on s'inscrit dans une œuvre qui est ça beaucoup peut être plus grande que ce que... notre humilité, mais aussi c'est intéressant. C'est intéressant de voir que en fait on s'appuie sur une anthropologie. Bien sûr. Qui est plus puissante que notre idée sur la question. Et donc il faut vraiment la travailler pour la faire exister et donc on peut la transmettre parce que précisément on respecte quelque chose qui n'est pas nous. Donc un autre peut respecter Puis on a des patronages historiques qui existent depuis des centaines d'années où il y a des figures éducatives successives qui sont arrivées les unes après les autres et qui chacune ont apporté quelque chose de nouveau, tout en gardant vraiment toute l'âme mais parce qu'elles c'est parce qu'elles ont habité. C'est un exemple, hein, mais le ici on joue, ici on prie. Bien sûr, elles se sont c'est ça complètement. C'est ça qui se transmet. On parle beaucoup du joug et du prix. Hein. Le ici est important. Mais oui. C'est un comme lieu. La virgule aussi. C'est un lieu comme la virgule, si vous voulez. Ouais. C'est un lieu, et donc ce lieu, il peut être habité, il est hospitalier, quoi. Donc voilà, un lieu, en tout cas, à penser. On pense à 15 ans, on n'y sera pas dans 15 ans, donc on pense pour le suivant. Et donc ce qu'on entreprend, tout en respectant le génie propre de chacun, doit pouvoir essayer d'être transmis. Et donc on veille à ce que ce soit collégial, partagé, connu, et que ce soit une langue qui devient maternelle en fait. Voilà. Vive les patros. Vive les patros. Merci à vous deux. Merci beaucoup pour votre témoignage édifiant. Merci Stéphanie. Longue vie au patronage Notre-Dame de l'Espérance. Et puis mon père, longue vie dans votre nouvelle paroisse. Merci. Peut-être qu'un patronage se créera bientôt, voilà, si Dieu le veut. Merci en tout cas à vous deux.